Et croyez bien que nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour votre dédicace. Je dis bon après-midi, bonjour à tout le monde, je vous connais tous. Permettez-moi de donner un bonjour spécial à mon tonton Cheikh Abidou Kane. Je le dis, tonton, à mes étudiants qui viennent. Quand on étudie l'aventure ambiguë, je l'enseigne 2 fois par an et je leur dis que nous vous connaissons et que maintenant, c'est à cause de l'âge qu'on ne veut pas venir vous perturber à la maison. Mais chaque fois, je leur dis, s'il était en meilleure forme, on serait parti le voir. Donc, merci d'être venu. Je reconnais votre fils derrière. Il y a un autre Kane qui est mon beau-frère, le frère de Nafi Boy Kane. Je le salue, je salue tout le monde. Je voudrais peut-être m'arrêter là. Et Liban aussi, je te salue. Je vous l'avais dit, si vous commencez avec les tout couleurs, vous ne vous arrêtez pas. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup tout le monde. C'est à moi. Okay. Bonjour. Je vais commencer par saluer le doyen Cheikh Abidou Kane, saluer les parents, les amis, les collègues qui sont ici, et faire 2 petites remarques préliminaires. Ousmane Sène, merci de nous accueillir ici. Et parmi les premières remarques que tu as formulées à l'endroit de Fadel-Dia, je releverai seulement celle-ci. Tu as raison de dire qu'il est toujours bien habillé, très élégant. Mais c'est parce qu'il a des cousins qui lui donnent régulièrement ce qu'il faut. Deuxième remarque, ce film documentaire recoupe beaucoup d'éléments de la présentation que je vais faire. C'est un texte que j'ai écrit avant de participer à cette interview. Vous ne serez donc pas surpris qu'il y ait quelques répétitions. Cet ouvrage est une autobiographie et par son titre, il fait également l'éloge d'un mode de vie que la modernité et des valeurs venues de l'extérieur ont bouleversé sans les avoir totalement anéantis. Ce que nous savons de l'autobiographie de Fadel-Dia se résume ainsi. Son enfance, l'observation des femmes et des hommes qui vivent dans la demeure familiale et ceux qui la fréquentent, ses caprices de Benjamin, momentanés surtout aux heures de repas, ses camarades du quartier des pêcheurs, les 2 écoles coraniques,
l'école primaire est la figure emblématique de l'instituteur, ses débuts de lycéen et ses premiers pas de prof. Le lecteur n'apprendra donc rien dans ses livres sur les aspects de sa vie d'adulte. Dans l'avant-dernier chapitre du livre, faisant une sorte de bilan de son récit, Fadel-Dia utilise l'expression « cette autobiographie familiale ». Il entend par là les modes d'existence de cette vaste communauté qui s'est construite autour de ces lignées paternelles et maternelles, véritable toile de fond à partir de laquelle sont distribués la plupart des événements que l'auteur narre, les rôles et les statuts d'hommes et de femmes qui comptent à ses yeux. En dehors de la préface qu'il a bien voulu me confier et d'un préambule dans lequel il explique sa démarche, cette saga riche et foisonnante est composée de 27 chapitres et d'un lexique des termes à langue poulard dont il s'est servi. Ce livre ne comporte pas l'album de souvenirs. Ce n'est évidemment pas obligatoire. Toutefois, la couleur indigo de la couverture pourrait être un clin d'œil attendri de l'auteur à 3 symboles: la culture de l'indigo familière aux populations du Fouta, l'activité de teinturière menée par sa mère pour s'assurer les moyens d'effectuer son pèlerinage à la Mecque, et la couleur préférée de son père pour ses vêtements, à part le blanc. Je m'égare peut-être, ce pourrait plus simplement être un choix de l'imprimeur, faute d'avoir une image vivante d'illustration. Toujours dans le registre des interprétations, on pourrait mettre cette omission volontaire d'album souvenir, ainsi que la limitation de son autobiographie à son enfance et à son adolescence, sur le compte d'un trait de caractère qui lui viendrait de son père, tel que celui-ci apparaît dans ses livres, un homme peu enclin à l'ostentation. Pourtant, certains de ses lecteurs n'auraient pas été mécontents de découvrir ou de redécouvrir certains visages d'hommes et de femmes dont il est question dans ces textes et que leurs descendants, parents ou lieux, n'ont pas eu la chance de connaître. Et c'est là pour une raison simple que j'ai indiqué à la fin de la préface, ce livre a valeur d'archive, c'est-à-dire quelque chose qui sauve de l'oubli. Par exemple, les photographies de son père et de sa mère auraient pu y trouver une place. Ou bien celle unique de celui-là qu'il appelle invariablement dans tout le livre « Mon grand-père maternel », un des hommes capitaux de sa famille et de ses récits, l'homonyme de tous les géants Amidou avec lesquels Fadel-Dia partage cette ascendance, photo qui montre combien le vieil homme, sur le bout duquel on avait fini par épingler la Légion d'honneur, semble contrarié et se détourner de l'objectif de l'appareil. Le rappel à Dieu de sa mère et celui de son père, respectivement, au début et à la fin de cette biographie, alors que chronologiquement, c'est l'inverse qui s'est produit. Ouvre et ferme ces 660 pages de confession d'un octogénaire qui essaie autant que possible de regarder son passé avec les yeux de l'enfant et de l'adolescent qu'il a été. Son père et sa mère sont les seules personnes dont les prénoms, et seulement les prénoms, explicitement mentionnés. Et une seule fois, sur la page où il leur dédie cet opus. Ce livre est en effet essentiellement un hommage affectueux et admiratif à ces deux géniteurs. Cet hymne à leur complémentarité et aux deux modèles qui les constituent est la première ligne de force qui traverse de part en part cet ouvrage. La deuxième est constituée par la vie et l'imaginaire, né de la personnalité d'ancêtre tutélaire de l'auteur, deux alphas et un tcherno, dont les descendances respectives, par une alchimie dont Dieu seul a le secret, ont produit entre autres ce qui se trouve au cœur de cette biographie. Il est une troisième ligne de force aussi prégnante que les précédentes, le procès de la colonisation.
cette critique systématique de la présence coloniale ne semble trouver grâce aux yeux de l'auteur, et encore fort partiellement, qu'à propos de l'institution scolaire dans ses aspects strictement techniques d'apprentissage et non dans celui d'éducation dont la finalité apparaît comme une menace pour la personnalité des apprenants et l'âme des populations. Par touches successives distribuées tout le long du livre, il montre ce que sa lignée maternelle doit à une habitude précoce de fréquentation de cette école étrangère. Le cas singulier de son père, dont la famille est longtemps demeurée rétive à tout commerce avec l'ordre colonial et qui, sous la pression, finira par aller à l'école, recevra une formation à l'école des fils de chef et exercera les fonctions de chef de canton, est emblématique de la perception que les populations du Fouta avaient de l'institution scolaire. Et ce cas singulier constitue une raison d'indulgence de Fadel à l'endroit de cette seule institution scolaire. Je voudrais à présent dire quelques mots sur la méthode et les artifices dont notre auteur, historien géographe de son état, écrivain et essayiste bien connu, se sert pour construire son propos. Le traitement qu'il fait du cadre spatio-temporel de ces récits rappelle certaines techniques du langage cinématographique. Des scènes alternées du lointain et du proche, géographique et historique, l'évocation de l'histoire du Fouta à travers les dynasties successives qui l'ont gouverné, la conquête coloniale, les résistances emblématiques, les figures emblématiques de la résistance, la saga omarienne. Mais c'est toujours pour éclairer l'espace et les événements ayant marqué la vie de trois maisons emblématiques entre lesquelles se répartissent les événements et les êtres qui alimentent les souvenirs de Fadelia. Les deux sont à Matam et se font face dans la même rue. La troisième se confond presque avec les villages d'origine de son père. Pour n'avoir pas été sa résidence principale, il n'en sera pas moins son lieu de sépulture. Parmi les artifices les plus remarquables de ce récit, il y a d'abord le mode d'identification des personnages et des lieux. Fadelia ne les désigne pas par des noms propres. Il se sert de périphrases. Modèle du genre, le frère aîné de mon grand-père maternel. Autre exemple, la plus jeune de mes sœurs. Ou bien encore la sœur aînée de ma mère. Ou dans un autre registre, notre bourgade, sans jamais dire Matam. La capitale de la colonie, sans jamais dire Saint-Louis. Le pays situé à l'est de notre bourgade, le Soudan ou le Mali, etc. Je n'y ai pas demandé ce qui a motivé ce choix, mais j'en ai cherché l'explication dans quelques directions. La première, des philosophes et des logiciens ont longuement débattu de ce qu'ils appellent la logique des noms propres. Et comme vous pouvez vous en douter, ils ne sont pas d'accord sur les réponses à donner à la question centrale de leur dispute, ce qui tout compte fait est leur raison d'être. Quels sont les critères d'exactitude et de certitude pour fixer une identité ou exprimer la vérité? La position de ceux qui pourraient apporter de l'eau au moulin de Fadelia consiste à soutenir ceci. Le nom propre est certes pratique, usuel, mais il est purement conventionnel. Et rien ne l'attache de manière nécessaire à celui qu'il désigne. Il suffit par exemple d'une homonymie pour brouiller les repères. Ou bien encore quand la même personne est affublée de plusieurs appellations. Par contre, identifier une personne par une description définie, c'est ce que ces philosophes ont comme thèse, la description définie. Par contre, identifier une personne par une description définie du genre, l'homme de l'appel du 18 juin, pour dire De Gaulle, ou bien l'auteur de l'aventure ambiguë, pour dire Cheikh Hamidou Kane, a le mérite d'avoir une signification et d'être vrai dans tous les mondes possibles. En d'autres termes, ici,
Demain, en Alaska, sur la Lune ou sur Mars, l'auteur de l'os de mort-l'âme est et sera toujours Birago Diop. J'ai scruté les livres de Fadel Dia dans tous les sens. Ce recours aux descriptions définies a très bien marché dans son texte. Pas de confusion, pas d'ambiguïté. Autre hypothèse pour comprendre le choix de ce procédé, le souvenir de celui par lequel le directeur de l'école élémentaire de Matam, ancien élève de l'école normale Vian-Ponty de Gorée, son beau-frère et charismatique maître pour une courte période, composait lui-même des textes adaptés à la culture des jeunes élèves. Deuxième type d'artifice dans la façon d'écrire de Fadel Dia. Il n'a cure des frontières académiques qui séparent les disciplines et il navigue allègrement et dans tous les sens entre histoire, ethnologie, anthropologie, mythes et légendes. L'absence de dates et le télescopage entre romans, monographies, contes, récits historiques et essais philosophiques constituent une des principales caractéristiques de cette grande fresque. Troisième type d'artifice, ce livre est une véritable galerie de portraits. Il privilégie notamment le contraste, voire l'opposition des caractères, des personnes, des lieux, des statuts et des institutions. Voici quelques exemples. Les portraits de son père et sa mère, qu'il distille tout le long de l'ouvrage, portent sur les différences de leurs traits physiques, leurs origines ethniques, le partage de leurs responsabilités en matière d'éducation des enfants, les modes d'expression des sentiments face notamment aux événements douloureux, la mort en particulier. On pourrait dire, en usant d'une métaphore spatiale, que fondamentalement sa mère incarne le modèle des relations horizontales, celle de la proximité, de l'affection et de la tendresse, et son père celui de la verticalité, non seulement du fait de sa grande taille, mais aussi par son autorité, une certaine distance et beaucoup de réserve. C'est sur ce patron qu'on peut repérer les autres portraits de personnages, de localités et de groupes ethniques, classables par couple et donc par paire pertinente. Opposition entre le Yéri et le Wallo, c'est-à-dire d'une part les torts inondables et les terres inondables, opposition entre Fulbe et Torobé, les premiers nomades pratiquant un culte de la vache et du lait, ainsi qu'un certain paganisme résiduel, longtemps réticent à l'islamisation, à la colonisation, à l'école française, les Torobés cultivateurs sédentaires et principaux bénéficiaires de la révolution théocratique initiée par Thierno Souleymane Baal pour devenir la classe dominante. Opposition entre Yirlabé et Boziabé, qui est le vecteur le plus constant des subtilités par lesquelles, au gré des circonstances, Fadel Dia navigue entre les deux modèles représentés par son père et par sa mère. Opposition entre l'école coranique et l'école française, deux modèles de maîtres ont contribué à la formation initiale de Fadel Dia dans ces deux institutions que tous semblent opposer. Le frère aîné de sa mère fut son principal maître coranique. Bien qu'ayant fréquenté l'école des Blancs et fait carrière dans l'administration, le vieil homme a essayé très subtilement de freiner l'engouement de son jeune neveu pour l'école française. D'une part pour le protéger de ce qu'il pense être les méfaits de l'acculturation dont cette école étrangère est capable, et d'autre part pour exaucer le vœu le plus cher de la mère de l'auteur, voir son fils devenir, comme son grand-père maternel, un érudit et un éducateur en islam. Comme quoi Fadel Dia est peut-être passé à côté d'une vocation qui lui aurait offert de nos jours, en plus d'une très grande notoriété, un pouvoir d'achat supérieur à celui d'un enseignant de l'école publique à la retraite, et cerise sur le gâteau, une sorte d'assurance tout risque pour le paradis. Deuxième modèle de maître, l'instituteur, figure de l'homme orchestre, admiré par les potaches, autant pour son savoir que pour son port vestimentaire à l'européenne, et comme chez l'un d'entre eux, par des manières de dandy.
Autre type d'opposition, celle de Almudangay et de Cholo. Almudangay et Cholo. Ce sont deux genres différents de bouffons et de troubadours, mais qui exercent en définitive une même fonction d'exutoire pour la collectivité. L'Almudangay est un homme instruit, issu de l'école coranique dont il maîtrise les textes et qui délibérément, pour une courte période, choisit de revêtir la figure de l'amuseur public et du déviant, avec d'autant plus d'assurance et d'entrain qu'il est craint pour ses écarts de langage et ses incantations qu'il prétend tirer de son savoir. Le Cholo est quant à lui un libertin total, sans référence à aucun code particulier. Il est truculent, souvent excessif, mais non dépourvu ni du sens de la mesure, ni de cette part d'humanité qui est notamment l'affection. C'est le cas de ces spécimens que Fadel Dia décrit avec soin et que j'ai connu. Une société où tout ne peut pas se dire publiquement et où le langage est strictement encadré par les règles de la morale, de l'éthique et de la pudeur. La fonction du Cholo et du Almudangay est celle d'un espace d'anarchie toléré pour servir de catharsis collective. Un dernier exemple d'opposition, deux types d'esclaves de case au service du grand-père paternel, le vieux juge. Ce sont deux femmes de forte personnalité, à l'éloquence et au savoir-faire admirés, en dépit de leurs conditions serviles. La première est une révoltée qui, au bout de quelques années de bons et loyaux services, s'est émancipée. Devenue libre, elle a pris progressivement ses distances avec ses anciens maîtres, sans toutefois se couper totalement d'eux. La deuxième est restée fidèle, elle est restée attachée à la famille. Ses qualités humaines et la longévité de cette fidélité lui ont valu de devenir l'épouse du patriarche devenu veuf, et donc une femme encore plus respectée par les enfants de son prestigieux époux, longtemps après le rappel à Dieu de ses dérives. Parmi les artifices de son écriture, je signale sans le développer que ce texte est cousu de termes, aphorismes, maximes et dictons de la langue poulard dont l'auteur s'emploie à expliquer la signification, non sans rappeler que la plupart du temps, ces expressions sont sans équivalent dans d'autres langues connues de l'auteur. En particulier, chaque chapitre est introduit par un aphorisme, comme si l'auteur voulait faire tenir le réel dans une formule. Que nous apprennent d'autres ces mémoires de Fadel sur lui-même et sur sa famille, puisqu'il s'agit à la fois de la même et d'une double biographie. En privilégiant ce qu'il a appelé biographie familiale, il semble se conformer à un postulat, la primauté du collectif sur l'individu, pour expliquer et éclairer sa vie personnelle par celle de sa communauté, de la communauté à laquelle il appartient. Plus haut, j'ai indiqué les lignes de force, la trame généalogique et les fondements culturels sur les bases desquels se dégage cette vie collective. Je voudrais pour terminer insister sur un aspect de ce récit relatif à la vie des relations entre membres d'une même famille, parents alliés, vie des relations d'une saveur particulière, immatérielle mais épanouissante, et qui donne sens et valeur au vivre ensemble. Dans beaucoup de champs anciennes du monde se trouvent formulées et recommandées des techniques individuelles de maîtrise de soi en vue de bien se conduire et vivre en groupe. Par exemple, la tempérance, l'hygiène de vie, la frugalité, la distinction entre les plaisirs nécessaires et ceux qui ne le sont pas, et l'usage de l'aliment. Il s'agit de pratiques individuelles fondées sur la connaissance de soi, envie de se commander soi-même, préalable important pour se soumettre éventuellement à d'autres lois et pour entrer en relation avec autrui dans les meilleures conditions. Le titre de l'ouvrage, La vie était lente et douce, renvoie à une certaine qualité du savoir-vivre, une certaine qualité du vivre ensemble plutôt, dans la société traditionnelle en général, dans la famille de l'auteur en particulier.
L'analyse des techniques par lesquelles se réalisent ces vivre ensemble permet de voir que l'on a affaire à un véritable art d'existence, art de vivre et de donner un sens à sa vie. Il s'agit d'un ensemble d'attitudes et de conduites langagières destinées à pratiquer et à cultiver la cohésion et l'entente. Ces techniques font appel au bon sens, à l'affectivité, à l'humour et au sens de la solidarité. Et leur valeur de bonne pratique est vérifiable dans le fait que ces usages sont performants, c'est-à-dire qu'ils produisent un effet de sens qui entretient l'unité du groupe. Le plus connu de ces usages, qui transcende l'espace familial, quoique bien présent dans celui que décrit Fadélia, est la pratique de la parenté à plaisanter. L'auteur montre comment cette pratique humanise non seulement les rapports entre partenaires classiques à qui elle est dédiée, mais également entre d'autres protagonistes moins attendus. Par exemple, entre son père et sa mère, entre les enfants avec leurs frères, qui se trouvent aussi être leurs cousins, parce qu'enfants de la cousine de leur père et qu'épouse de leur mère. Mieux, cette pratique s'étend au rapport des enfants avec leur père et avec leur mère, en jouant subtilement sur le registre du cousinage entre Boisiabé et Ilaï. La finalité de l'un et la tournité supposée de l'autre. Une des modalités de l'usage de ces savoirs concerne le droit de la tête. D'ailleurs, on en a parlé longuement dans le film, et ce procédé à la fois un procédé de soumission et d'affection. Le lecteur découvrira dans le livre différentes illustrations de cette relation de seniorité faite de respect et de grande considération sentimentale. L'une d'elles est un fait singulier que l'auteur relate en mettant en scène son grand-père maternel et le frère aîné de celui-ci, venu au terme d'un long voyage fluvial, sommet son cahier de mettre ses enfants à l'école française, non sans préciser que la fréquentation de celle-ci ne peut entamer la foi et la pratique religieuse du musulman. Une autre illustration met en scène des femmes, sœurs aînées et donc le maternel de l'auteur. Tout à l'heure, dans le film documentaire, ma cousine Nafi Fadel a donné une très belle illustration, expérience qui constitue un démenti cinglant de certaines idées reçues sur la soumission inconditionnelle des femmes aux hommes dans la société traditionnelle. Font partie également de ces technologies de vivre ensemble des expressions intraduisibles de l'affection et de la tendresse. Par exemple, celles par lesquelles on accueille un être cher, et ces autres qui consistent à affubler le prénom de celle ou de celui à qui on s'adresse, un suffixe exprimant l'affection la plus forte qu'on puisse avoir pour un être humain. La forme la plus complète de cette culture de vivre ensemble est celle que le génie de la langue Pulaar appelle le Jokkeren. La solidarité, l'entraide et l'hospitalité en constituent les expressions les plus significatives. L'hospitalité par laquelle, au sein de la famille de l'auteur, cousins, neveux, parents divers sont accueillis, hébergés, intégrés, inscrits à l'école et mariés dans la famille. Parmi les illustrations de ces Jokkeren que le cours dans les îles, deux me paraissent emblématiques. La première, je l'ai indiqué tout à l'heure, ce sont les populations qui vivent dans la famille. Et la deuxième, dont le récit m'a été rapporté plusieurs fois par mon père et une fois par la mère de Fadel, est relative à la petite fille de 2 à 5 ans environ, envoyée, pour ne pas dire donner ou prêter à son homonyme, grand ami de sa mère et épouse du frère et de son père, qu'elle part trouver dans une autre localité au terme d'un voyage de plusieurs jours en pirogue. Le lecteur découvrira également dans ce registre des techniques du vivre ensemble une catégorie particulière, c'est des alliances de différentes formes. L'une des plus chargées de signification dans ce récit est celle du bambalo,
griot généalogiste des Peuls, ami du père Farel, adulé et respecté dans la famille de ces derniers pour sa vaste culture et son art de vivre, bien qu'appartenant à la caste des courtisans. Cette revue des techniques du vivre ensemble ne visait pas l'exhaustivité. Elle montre cependant qu'en dépit des vicissitudes de l'histoire et de l'irréductibilité de la conflictualité dans la vie des hommes, dans les sociétés africaines, et notamment dans la monographie portant sur cette famille, le vivre ensemble est un bien recherché, cultivé et supérieur à toutes les autres valeurs. Voici pour terminer quelques petites remarques. Première remarque, les spécialistes en littérature trouveront dans cette œuvre matière à un des exercices préférés, l'étude comparée et les convergences entre cette autobiographie et l'aventure ambiguë sur 2 points, les personnages emblématiques présents dans les 2 œuvres, et le débat sur la fréquentation de l'école étrangère par les membres d'une société et d'une famille musulmane autour du motif contenu dans la double exhortation de la Grande Royale, apprendre à lier le bois au bois pour construire des maisons plus solides et comment vaincre sans avoir raison. La deuxième et dernière remarque est une invitation adressée aux membres et descendants de la famille maternelle de Fadelja, après lecture de son récit de vie. D'une part, pour un exercice de correspondance entre chaque description définie tenant lieu de nom propre et la personne ou la localité désignée. Ce qui dans certains cas est relativement facile, mais dans d'autres évite un peu d'exégèse. D'autre part, cette invitation est un appel à la vigilance que je lance aux membres de sa famille maternelle, qui porte le double patronyme Diallo Ekan, face au piège de ce grand bossé Aliou, qui persifle avec délectation cette identité remarquable en l'assimilant à la perte de la qualité de Poulaou, consécutive à l'avènement de la révolution Toro, dont ils ont été partie prenante. Il lui fait remarquer qu'être Toro et Poulaou ne sont pas incompatibles, que cela peut être du plus bel effet et que lui-même en est la plus belle illustration. Pour le reste, le lecteur verra qu'aucune présentation ne peut épuiser la richesse de ce beau texte. Je vous invite donc à déguster avec douceur et lenteur, comme il se doit, les belles pages de cette saga nostalgique et érudite. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, évidemment, la présence parmi nous de Cheikh Hamidou Kane donne un tout autre tour de cette réunion. Et je me demande même si j'ai pas l'audace de continuer à parler alors qu'il est là et qu'il a pris de son temps pour venir ici. J'espère qu'il sera patient. Comme l'a montré le film, la première personne qui a lu ce livre quand il n'était encore qu'un manuscrit brut, c'est lui. Et non content de lui donner son imprimature, il l'a si fréquemment évoqué dans ses conversations que ce livre est devenu l'arlésienne aux yeux de ses visiteurs. C'est à lui clairement que je pense, d'abord, pour rendre hommage à sa plume universellement saluée et à son prestige encore récemment honoré par sa nomination comme parrain de la 2e université sénégalaise par ses effectifs. Mais si l'auteur de l'aventure ambiguë, qui est devenu un classique de la littérature internationale, dans le contexte qui nous réunit aujourd'hui, ma gratitude et mon admiration vont d'abord aux doyens de ma famille.
au fils du frère et presque jumeau de ma mère, et qui, malgré le souci de santé, a accepté de se plier à un exercice d'intégrer que j'ai eu, qui a donné une touche d'émotion à cette séance. Je crois refléter la pensée de vous tous en souhaitant que sa sagesse et son expérience continuent longtemps à éclairer notre chemin. Je voudrais remercier le préfacier. J'ai pris un risque en confiant cette tâche à un homme perspicace et vigilant. Vous en avez été témoin. Je ne suis que le très dévoué esclave de mon préfacier. Je suis certain qu'à l'issue de cette cérémonie, Abdoulaye Mankane ne manquera pas, comme son habitude, de me proposer en guise de limsere un de ces bouts brodés qui encombre son armoire, avec l'espoir que cette fois-ci j'aurai plus de chance, parce que sa dernière expédition s'est égarée au port de Marseille. C'est vrai qu'on était sous régime Covid, mais j'ai surtout appris que j'étais un petit géographe, puis que j'étais loin de soupçonner que les chemins qui mènent de Cambérène ou sous sa maison à Sacré-Cœur où j'habite passaient par le port phocéen. Je remercie Maïe Diop qui a été actuellement ce manuscrit parce que c'est quelqu'un qui fait bien tout ce qu'elle fait. Et croyez-moi, c'est rare. Parce que c'est grâce à sa ténacité que ce livre a franchi, en période de dizaines de papiers, les étapes qui ont conduit à sa publication par la prestigieuse maison créée par son père. Parce que c'est elle qui a voulu cette science et qui a organisé avec le concours du WARC et de la bibliothèque. Je remercie les membres de ma famille, de mes familles maternelles qui sont nombreux ici, qui sont venus en nombre, comme le signale Ousmane Sen. Je remercie mes cousins et cousines et neveux qui ont accepté de se soumettre à la lumière des caméras et tous ceux, le concepteur, dont j'ai du mal à donner le nom, et les techniciens, qui ont contribué à la lecture de ce document, qui a ouvert cette cérémonie et qui est un concentré de dizaines de minutes de conversation. Je remercie mes amis, mes parents d'éducation qui ont répondu à l'invitation africaine. Et bien entendu, j'exprime mes sentiments affectueux à mes enfants et à leurs enfants, dont l'un n'a cessé de m'harceler de questions de tout arrivant de ce livre, sans se douter que le monde qui est décrit est loin d'être celui dans lequel il vit. Et last but not least, je remercie bien entendu Ousmane Sen, qui nous accueille ici et qui a fait du WARC non pas une concession américaine, mais un lieu d'échange ouvert à tous les vents. Je voudrais, puisqu'on m'a posé la question, lire un texte. C'est le texte qui m'a inspiré le titre. C'est une chanson, non pas française, mais anglaise, américaine, de Harry Belafonte. Voici une traduction. Essayez de se souvenir quand la vie était lente et douce, quand l'herbe était verte et le grain était jaune, quand tu étais tendre et hésitant, quand personne ne pleurait à part le sol, quand tu gardais tes rêves à côté de l'oreille, quand l'amour était une braise sur le point de devenir incandescente. Essaye de te souvenir. Et si tu te souviens, continue. Continue. Je voulais également citer un autre texte qui est de Paul Valéry, parce que c'est un texte que j'ai voulu faire figurer en page de garde. Malheureusement, il a sauté à l'impression, mais c'est un texte qui m'a servi en quelque sorte de lampe de lancement. Voilà ce texte. Toute pensée a son port d'attache. Il suffit de réfléchir pour trouver quelques heures primitives et décisives de la formation de sa pensée.
Je ne veux pas dire qu'il suffit de réfléchir pour rajeunir, ce serait trop beau. Je dis que si d'événement en événement et d'idée en idée, je remonte le long de la chaîne de ma vie, je la trouve attachée par son premier chaînon à quelqu'un de ces anneaux de fer qui sont scellés dans la pierre de nos quais. L'autre bout est dans mon cœur. Pourquoi ce livre? C'est devenu un mode que d'écrire toute sa famille ou ses racines sans vouloir faire l'œuvre d'autobiographie. C'est un histoire périlleux, parce qu'écrire sur les siens, c'est forcément parler de soi, mais surtout parce que c'est un récit qui peut tourner à l'autofiction ou prêter au narcissisme, voire à l'exhibition. Je m'y suis pourtant prêté avec le souci d'éviter de tomber dans ces excès, pour de multiples raisons, et celles que je donne ici sont celles qui me paraissent les plus évidentes ou qui me sont venues spontanément à l'esprit au moment où j'ai entamé l'écriture de cet ouvrage. La première raison, c'est en partant de ceux que je connais le mieux, mes parents, tenter de déchiffrer quelques moments privilégiés de la vie de mes familles maternelles et paternelles et par la même occasion combler très modestement deux lacunes. La première, c'est celle qui est du constat que les personnes dont j'ai identifié les traces n'ont laissé aucun témoignage écrit, sauf quelques lettres et quelques rapports sur ce que pour ma part, je n'hésite pas à appeler une forme de civilisation culturelle, qui n'est pas propre en famille, mais qui est celle d'un milieu et d'un temps. C'est un paradoxe, parce que certains d'entre eux ont fait partie des premières générations d'Africains instruits dans la langue du colonisateur. À titre d'exemple, le frère de mon grand-père maternel, qui est l'un des personnages mythiques de ce livre, a fréquenté l'école des otages créée par Faidherbe dès ses premières années, au début de la deuxième moitié du XIXe siècle. Mon père a été arraché de force à ses parents pour être inscrit à l'école publique dans la dernière décade du XIXe siècle. Eux, comme ceux qui les ont suivis, ont subi une scolarisation forcée, tardive, parce que généralement ils y allaient à l'école à 10 ans passés, courte, puisque ceux qui ont resté plus longtemps sont au niveau CEP plus 2. Ce qui ne les a pas empêchés d'acquérir une maîtrise de français qui tient du miracle et que pourraient leur envier ceux qui aujourd'hui se vendent d'avoir bac plus 3 et qui ont souvent maille à partir avec ce perfide de pronom don contre lequel mon ami Salim Mbaye n'a jamais cessé de s'engager d'étudiants. Cela a fait dire à quelqu'un que le plus grand voleur dans nos pays, c'est l'école. Puisqu'elle vous prend 15 ans d'aujourd'hui et vous laisse dans la rue, sans travail, sans compétence, quelquefois sans diplôme, et le comble, sans même une bonne maîtrise qui enseigne. L'homme ayant horreur du vide, c'est donc dans l'abondante littérature produite par le que nous devions aller puiser nos informations pour connaître nos origines, nous éduquer dans notre culture. C'est la version du colonisateur qui est son avantage. Jean-Marie Nathantois, qui a longtemps fait loi, jusqu'au moment où nous avons osé proclamer que tout ce qui est écrit n'est pas forcément irréfutable, y compris que les auteurs ou commandés des archives coloniales n'ont souvent fait, volontairement ou non, qu'une interprétation caricaturale des faits de société, généralement complexes, et des événements dont ils ont été les acteurs ou les témoins, ou qui leur ont été rapportés. Il est vrai que les erreurs avaient été commises n'étaient pas seulement de ce fait, car le pouvoir médiatique étant méprisant, les intellectuels ou informateurs n'avaient souvent pas d'autre choix que de chercher à plaire ou à faire semblant d'ignorer les véritables destins. Dans ce jeu de dupes, il n'était pas rare que le colonisateur se méprenne sur l'identité ou la fonction de ceux avec lesquels il signait les traités, dont d'ailleurs il faisait des dépositaires, lui transcrivent le nom de façon incorrecte ou que ses représentants
que ce soit l'administration blanche ou le chef de canton, cachent les catastrophes et les famines. On ne peut pas dire d'ailleurs que les choses aient beaucoup changé dans ce domaine, puisque les Français ont toujours du mal à prononcer nos noms. Youssou est toujours Ndour. Boris Diaw, c'est Boris Diaw, n'est pas Boris Diaw. Alors culturellement, Diaw et Diaw, au Sénégal, ça ne sont pas la même chose. Et c'est avec une constance inébranlable que notre télévision nationale ignore les inondations et les manifestations de la population et préfère ouvrir son journal par l'agent du président de la République ou par des séminaires stériles. Un exemple récent, il y a 2 jours, 3 Sénégalais ont été tués au Mali et le journal télévisé a ouvert par l'audience du ministre français de la Défense, que personne ne connaît en France d'ailleurs. On ne peut donc que regretter que les précurseurs ou cobayes qui avaient été nos grands-pères, pères et oncles, n'aient pas apporté la contradiction par écrit, alors que le domaine de compétence couvrait 2 cultures et quelquefois 3, et ce que beaucoup d'entre eux étaient tout à fait désagréables. Si au moins, à défaut de laisser l'état critique érigé en 10 heures, si nous avions légué un patrimoine oral, immatériel, qui aurait pu servir de matériaux pour que nos origines aient percé le secret, hélas non, car ils éprouvaient aussi une réelle appréhension à jouer le rôle de chroniqueur, parce que dans la société où ils vivaient, communicateur social est un métier à part entière et une source de revenus jalousement préservée par ceux dont c'est la fonction. Ils préféraient une réputation de taiseux à celle d'un public. On leur avait enseigné que la langue doit passer le plus clair de son temps sous l'ombre fraîche de la bouche, parce que les paroles s'envolent sur les terrestres. Il faut préférer l'exemple du discours. Je parle évidemment ici de paroles au sens de déclamation ou de bavardage, parce qu'il y a aussi le hala qui est le dit, qui est ce qui fait l'homme. Hala, qu'on dit de votre parole est la trace que vous laissez, au point que le peuple manie avec une infinie précaution la parole, ce qui peut le conduire à parler quelquefois sibyllin, voire le tort. Bref, ces hommes en sont parlent pour y avoir pour discipline, non complain, non explain. Ils ne clament pas à la ronde de leur fait d'armes ou expérience douloureuse ou sentimentale, pas plus qu'ils ne justifiaient de rigueur ou le refus des arrangements et des compromis, et les mettaient mettaient le principe au-dessus de parole. Nous, nos descendants, nous sommes donc retrouvés sans bagage, sans témoignage écrit et sans ordre lyrique et moins riches en savoir. Je parle des savoirs qu'on n'enseigne pas à l'école, qu'on ne trouve pas souvent dans le livre. Le peu que les gens de ma génération ont appris, le survivratif, c'est une question qui ne se pose pas qu'à nous les vieux. Les enfants d'aujourd'hui écouteront-ils leurs parents ou grands-parents avec la même patience et le même intérêt que ceux-ci ont mis à écouter leurs parents? Je ne le crois pas. Hier, nous serions, quand je dis hier, je parle de mon temps, nous serions l'un contre l'autre, quelquefois sous la lumière vacillante de la tempête, pour écouter en famille des informations, des informateurs en chair et en os. Aujourd'hui, les jeunes, gavés d'électronique, s'isolent et se replient à nous-mêmes pour interroger Michel Wikipédia, comme a dit un jeune petit-fils, et bientôt ce sera à Madame ChatGPT qui posera des questions. Je le souhaite bien du plaisir à l'heure où la désinformation est devenue un business mondial, prospère sans foi ni loi, comme vient de le démontrer l'enquête historique. C'est peut-être parce que moi-même je n'ai pas suffisamment écouté mon père que j'ai réalisé que si j'ai acquis plus de connaissances que lui en littérature française, j'en sais beaucoup moins que lui sur la vie pastorale. Je suis incapable de citer les quelques dizaines de couleurs de robes par lesquelles on peut définir nos beaux idées. J'ignore les formules par lesquelles on peut
qu'il faut citer ou les caresses qu'il faut appliquer pour calmer les émois d'une vache qui est sur le point de lever. Je n'ai pas gardé la mémoire les 4 noms de l'effet et les 4 noms de l'écaillé selon leur qualité et l'usage qu'on en fait. Je ne connais pas les types de pâturage que rencontre un berger sur sa route. Je ne connais pas comment faire un nœud pour attacher un veau au pied de sa mère sans l'étouffer et sans que la mère en réaction retienne son lait. Pourtant, malgré mes lacunes, j'en sais beaucoup plus que sur ces thèmes que mes enfants et petits-enfants. Je sais quel nom donner à la femelle d'Ibovidé aux différents années de sa vie, depuis les Nialel, où Val qui tête encore sa mère, jusqu'à la diaille vache vieillissante, en passant par les Nialel, déjà sevrée, la huiguée ou la vache jeune fille, génisse mûre considérée comme plus que de produit, la hanée déjà mère, et la naguée vache en pleine maturité. Voilà comment, d'une génération à une autre, se perdent souvent les savoirs. Car comme l'a chanté Baba Mal, Demgal, Moufti Gandam, c'est dans la langue que se niche la science. On pourrait dire aussi, en paraphrasant Ampateba, que chaque fois qu'une langue meurt, même le serreur, ou événements séquioles, ce sont des savoirs qui brûlent. Chacune des langues de notre terroir a le droit d'être préservée, enrichie et ouverte au monde moderne, parce que la langue n'est pas une nationalité, c'est une culture. Je garde le souvenir du jour où, encore adolescent, j'ai découvert que sous la tenue de fonctionnaire, mon père dissimulait les habits de fils de pasteur, en insistant à une conversation qu'il avait avec une épouse d'un de mes oncles, peu familière au monde pastoral, qui lui montrait sa vache en s'inquiétant qu'elle soit désespérément stérile, alors que le seul bénéfice qu'elle trouvait à l'élever, c'était que cette vache produit du lait pour nourrir ses enfants. Mon père lui a répondu avec un petit sourire au cœur, dans ce cas, tout est rassuré, cette vache mettra là-bas dans 1 ou 2 jours. Il en fut ainsi, à la grande joie de ma tante, et à partir de ce jour, j'ai regardé mon père de notre œil. J'ai voulu aussi écrire ce livre, et c'est ma deuxième raison, lorsque j'ai fait le même constat qu'il ne restait pratiquement plus que 2 personnes susceptibles de m'apprendre des choses que je ne connaissais pas. C'est ma famille maternelle. 2 femmes, toutes plus âgées que moi, qui n'avaient appris ni à lire écrire, mais étaient aussi spirituelles et douées d'électrique, et qui est encore bon pied, bon œil, et faites-lui confiance, bon appétit. Elle portait un savoir en péril, et presque en déchéance que personne ne souciait de sauvegarder, et avait eu ni que le temps d'être trop tôt, parce que dans ma famille, et dans d'autres familles certainement, les filles ont fait de l'entrée à l'école 3/4 de siècle après les hommes. J'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est ma seule raison, lorsque j'ai réalisé que si l'histoire est du vrai qui se déforme, une histoire vraie peut prendre rapidement l'apparence d'un conte ou d'une légende pour peu que celui auquel on la raconte appartienne à un environnement ou se réfère à une échelle de valeur. Il y a certes rien de moins objectif que le souvenir. Raconter sa vie, c'est souvent faire œuvre de roman. Et il est difficile d'évoquer ses souvenirs sans les colorer en blanc, en noir ou en rose. Mais certaines anecdotes que je connais dans ce livre et dont j'ai été quelquefois témoin pourraient apparaître pour de pures élucubrations aux yeux de mes petits-enfants. Je devais le sourire si je racontais que j'ai vu, de mes yeux vus, la grande sœur de ma mère qui ne sortait jamais de chez elle, parcourir pieds nus les 200 mètres qui la séparaient de la maison de son de ses frères, juste pour l'engueuler. Et même si engueuler, ce n'est pas dans le langage. L'objet de ce courroux était pourtant lui-même un vieil homme, un soufi austère, un fonctionnaire qui avait remarqué tout au long de sa carrière par son refus de courber les chines devant l'autorité que le créateur et qui, après sa retraite, avait décidé de consacrer le temps qui lui restait après la prière et la lecture du livre à faire renaître de ses cendres l'école coranique
tenu par son père. Petite école par terre que je fréquentais et au sein de laquelle il avait commis l'imprudence d'admettre le petit-fils adoré, une petite folle de sa grande sœur, et surtout la faute de le punir sévèrement. C'est cette sœur qui avait l'indélébile privilège d'avoir deux ans que lui, qui était venu pointer son doigt sur son front et loin de répondre aux invectives de ce bout de femme penché sur lui. Il était resté scotché sur son fauteuil pliant pour ne pas heurter en se levant trop brutalement le front de sa grande sœur. Bien entendu, mes petits ne croiront pas l'histoire racontée par ma cousine qui concerne son père, qui était à l'époque le plus craint de son environnement et qui lui aussi s'est fait engueuler par sa grande sœur. Les grandes sœurs chez nous sont terribles. J'ai pour ma part retenu la leçon que c'est un privilège que d'avoir une personne qu'on aime assez pour lui faire des concessions sans forcément se poser la question de savoir si elle a raison sur vous. J'ai aussi appris à réfuter cette lecture occidentale de nos traditions, à la fois colonialiste et masculiniste, qui prétend que tout le temps et dans tous les milieux, les femmes africaines n'ont jamais su dire non. Sans remonter aux femmes mythiques dont l'une est évoquée dans ce ouvrage, j'ai peux dire que ceux qui ont lu Cheikh Hamidou Kane ont compris la grande royale et aussi une femme qui sait dire non. Le droit d'aînesse et certainement aussi la plaisanterie, le cousinage par plaisanterie, est l'un des fils rouges de ce livre. Pourtant, il est tourné en dérision, assimilé à la gérontocratie, prise d'archaïsme par une large part aussi de l'opinion occidentale, qui souvent a tendance à nous reprocher l'usage qu'elle a perdu, faute de générosité, ou de foi en l'homme, ou quelquefois de foi en Dieu. Car ce droit a non seulement régenté sa société pendant des siècles, mais il avait déjà cours dans la Grèce ancienne. Et puisque Djibril Samb, qui est le gardien de l'état civil du monde n'est pas là, je peux oser m'immiscer dans le monde grec et dire que c'est le droit d'aînesse qui servait de dernier recours à Zeus, maître de tous les dieux, pour se faire obéir par notre dieu Poséidon, son jeune frère, qui refusait de se plier à son ordre de non-ingérence dans la plus grande crise du monde antique, la guerre de Troie. Poséidon ne céda que pour ne pas se retrouver face aux intraitables médiatrices du monde grec, les Hélénies, divinités chargées de faire respecter l'ordre établi en général et le droit d'aînesse en particulier. La différence entre les anciens et nous, c'est que chez nous, la promogéniture n'était pas génétique et que le droit d'aînesse n'est pas un carcan, mais une marque d'affection. Mais une civilisation a la même fragilité qu'une vie, comme dit Valérie. Et ce qui nous occupe ici a elle aussi subi de gens. L'éclatement de ses composantes lui ont fait perdre certaines de ses rites, ses signes, ses formules ont perdu un peu de ferveur. Nous avons assisté, impuissants, à l'épuisement dans les termes de son langage, qui n'est certes qu'une expression de courtoisie, mais la désuétude d'un mot est quelquefois le signe d'un changement de mentalité. Ce terme, qui, à ma connaissance, est un particulier pulaar, c'est Dédé. Et jamais, aucun de nos pères, oncles et tantes n'interpellait son aîné sans faire précéder son prénom de ce préfixe, ou pour le moins sans dire mon nom. Voilà qui justifie le mot tendre du titre de mon ouvrage. Et voilà aussi pourquoi j'ai pour une fois salué un acte d'indiscipline, celle d'un jeune père qui par ailleurs a le privilège de descendre de deux d'entre eux, qui a osé transgresser les règles sacro-saintes en matière de baptême en appelant sa fille Hayou, le refrain tant effectif par lequel sa grand-mère l'accueille. Je précise au passage que ce père de famille est l'arrière-petit-fils de ce monsieur-là, qui n'est donc pas un perdreau de l'année. Ce terme interdit dans notre langue et qui a la spécificité irréversible exprime tout à la fois la bienvenue à la personne qu'on retrouve
la joie de l'accueillir, le bonheur de se trouver ensemble après une séparation importante, la nostalgie des instants et des liens qu'on a en partage et le regret de devoir probablement se quitter à nouveau. Le jour où ma mère m'a accueilli sans me dire j'ai compris que le film est la vie. Je n'ai certainement pas fait le chiffre des raisons qui justifient de plus à mes yeux. Je pourrais même en citer d'autres. Tout comme Annie Ernaux a voulu venger sa race en écrivant des livres sans jamais oublier d'où elle vient et sans jamais se mettre en avant, j'ai peut-être aussi voulu venger ce qui est essentiel de la vie et qu'on a souvent du mal à attribuer à nous connaître, une forme de civilisation, de vivre ensemble au sein de laquelle les relations des hommes entre eux, des hommes avec l'environnement, avec les bêtes, jouent un rôle fondamental. Je ne parle pas, évidemment, je ne parle pas de la petite communauté à laquelle j'appartiens, mais de toutes celles qui se sont senties déclassifiées, caricaturées, démonétisées par notre culture qui refuse qu'une autre culture soit à ses côtés, sur le haut des pavés. Mais ce sentiment de révolte ne m'a pas poussé pour autant à entrer jusqu'au dents dans le sein de mes familles. Parce que je ne pouvais pas me permettre de violer une de leurs valeurs, le sutura, et dire ce qui n'était pas inutile ni nécessaire. De toute façon, je ne disposais ni d'espace, ni de matière pour aller à l'encontre du choix. Et ce n'était pas rédigé un boulot politique, même si j'ai lu cette injustice partagée, car les événements sont vus ici sur le regard d'un enfant. Il n'était pas non plus de produire un énième recueil à des dates, des repères chronologiques, même si j'ai dû me livrer à des prospections de documents et à la critique de mes sources. Aucun membre de ma famille n'est d'ailleurs nommément cité par son nom, à 2 ou 3 gestions près, qui sont plus des enseignes familiales que des personnes actives du livre. J'ai dit dès sa première ligne ce livrage que ce livre est un ouvrage de souvenirs qui parle d'émotions, d'événements, de rencontres, d'anecdotes qui ont la particularité de révéler, au-delà des paradoxes, l'intimité d'une communauté dont les membres, et ça je cite la quatrième couverture qui n'est pas de moi, les membres éminents ou modestes, jeunes ou anciens, sont tous obligés de devenir unis par l'attachement à leur mode de vie, le respect des bienséances de l'honneur, la fidélité à leur culture, à leur foi et pour tout dire, à leur poulaou. Il me reste une ultime raison, et cette fois c'est vraiment la dernière. Ce livre, je l'ai écrit aussi pour moi, pour sauver mon enfance, pour du moins tenter de sauver ce qui peut être, car j'ai conscience que non seulement j'ai perdu beaucoup de choses en chemin, mais qu'aussi et surtout, une partie du monde de mon enfance est portée disparue à jamais. Tant ont été destructeurs sur nos habitudes de vivre, les effets d'un monde moderne totalement dominé par une culture exogène. Je le fais avec l'irrépressible sensation que les hommes et les femmes auxquels j'ai voulu rendre hommage pourraient être contristés en découvrant ce qu'il y a devenu de cette vie ensemble qu'ils avaient si soigneusement cultivée. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie. C'est toi qui connais. C'est toi qui